la question de la diffusion des données qui va être abordée maintenant par Renaud Lebrun. Et merci. En tout cas, aujourd'hui, c'est pour moi aussi l'occasion de faire un peu un état des lieux de ce projet-là, qui a 10 ans, un peu plus de 10 ans. C'est quelque chose qu'on a fait avec Maëva Orliac à Montpellier, donc un data journal qui s'appelle Morphomuseum. Et on s'est posé ces questions-là, enfin, un peu les mêmes questions que Cécile a évoquées il y a un peu plus de 10 ans, parce que il y a déjà en 2014, Maëva et moi, ça faisait déjà quelques années qu'on manipulait des données 3D, qu'on en produisait énormément. Et donc, on était parti du constat suivant que, à partir d'un spécimen de collection, on produisait des modèles raw, donc bruts, qu'on faisait un travail d'interprétation, et qu'en plus, parfois, on faisait des annotations, des restaurations visuelles de fossiles. Et on s'est dit, pour cette dernière catégorie, les modèles qu'on on avait identifiés comme enrichis, on avait envie de les revaloriser au-delà de la publication originale dans les articles, en fait. Et donc, on s'est dit, on va faire un journal de données où on va essayer de mettre en accès partagé ces modèles enrichis. Donc, c'est un peu notre cible, hein. C'est un peu une goutte d'eau dans l'océan des données 3D. En fait, on n'a jamais voulu stocker tous les spécimens 3D, mettons, de l'ISEM, de Montpellier, de l'Université de Montpellier. C'était pas ça notre but, on voulait vraiment valoriser et rediffuser le travail d'interprétation, d'interprétation de ces données. Donc c'est ce qu'on a voulu faire. Après, est-ce que c'est ce qu'on a eu? C'est pas exactement ça tout le temps, hein. Donc on a un peu des fois dévié, mais voilà, c'était l'idée du départ. Donc voilà, on voulait que d'autres puissent réutiliser ce qu'on avait déjà analysé. Et puis, oui, donc garder une trace du travail difficile d'interprétation. Donc segmentation, annotation et restauration virtuelle. Donc on a pris le parti de faire ce journal où on partage, où des auteurs vont déposer leurs données 3D qu'ils ont envie de partager. Et pour les inciter à le faire aussi, il faut qu'ils aient une forme de rétribution et que ça a aussi de la valeur, un intérêt pour eux. Voilà, donc on a créé ça, donc sous forme de journal en fait. Alors, on avait aussi très peur de se faire inonder par des quantités astronomiques de données. C'est pour ça qu'on a fermé le robinet, enfin, on l'a ouvert un petit peu dès le début en prenant la forme, non pas d'une plateforme où on déposerait les données directement, mais sous la forme d'un journal, un data journal, où il y a un processus de révision, c'est-à-dire que les données qui arrivent, on les regarde, on regarde si elles sont bien faites, si elles sont optimisées en termes de taille, pour qu'elles ne prennent pas trop de place. Voilà. On sait aussi, dans notre politique du départ, on a écrit on veut que des données de vertébrés, parce qu'on ne connaissait pas trop les autres. Voilà, donc c'était notre idée de départ. On ne voulait pas se faire inonder par des quantités astronomiques de données. Et donc, des auteurs vont déposer des modèles de données 3D, on va leur associer un DOI, donc les gens sont friands de DOI, même si au fond c'est qu'un lien, hein. Les chercheurs, ils adorent ça, et moi aussi. Et on va associer à chacun des modèles un identifiant unique et à un groupe de spécimens, hein, qui va être un jeu de données, une petite notice PDF, qui explique un peu qu'est-ce qu'on a dans ce jeu de données, et un DOI aussi à cette petite notice PDF. Voilà. Et donc les spécimens aussi, les métadonnées de chacun des spécimens sont mis dans une base de données. Et ça demande aussi un effort à chacun des auteurs de renseigner un certain nombre de métadonnées pour chacun des spécimens. Et c'est pour ça aussi que le robinet de dépôt de données 3D, finalement, il n'avait pas été énorme et on n'a pas été... Et si je suis aujourd'hui là à vous en parler, c'est qu'au bout de 10 ans, les choix qu'on a faits, ils n'étaient pas si mauvais parce qu'on est toujours là et on n'est pas inondé. Alors,
Juste, enfin, techniquement, je ne vais pas vous dire comment c'est fichu, mais voilà, c'est du développement web avec un framework. On a une première version qui a été, où je me suis appuyé sur des étudiants informaticiens qui m'ont fait un prototype que j'ai terminé. Puis, comme les standards web, ils évoluent assez vite, j'ai dû faire une nouvelle version il n'y a pas si longtemps, qui a été mise en production. Voilà, donc à quoi ça ressemble? Voilà, en 10 ans, donc on a eu 10 volumes. Voilà, on a découpé les soumissions en volumes, tout bêtement, un par an. Donc ça ressemble à ça. Et comme je vous disais, on cherche à avoir de la donnée enrichie et on a décomposé donc ce data journal en deux morceaux, en deux types de soumissions. Ce qu'on cherchait avant tout, c'est d'avoir des datasets, on appelle ça, on a décidé d'appeler ça comme ça. Donc qu'est-ce que c'est, ou direct contribution? Bon, je ne sais pas si le terme est très bien choisi, mais l'idée c'est que quelqu'un, mettons un chercheur, publie dans un journal que vous connaissez probablement tous, le Journal of Anatomy, un article. Il va faire un lien vers un jeu de données Morphomuseum dans lequel il y a à la fois les modèles et à la fois un petit PDF. Et chacun de ces modèles donc, a un DOI et puis le PDF aussi, la petite notice. Donc l'idée c'est que ce qu'on aime bien faire, c'est que dans l'article Journal of Anatomy, il y a une citation du jeu de données, puis dans la notice PDF, on recite le Journal of Anatomy pour qu'il y ait le lien et que les chercheurs qui vont lire l'article original viennent piocher les données en prêt s'ils en ont besoin. Donc on avait bien fermé le robinet au début, mais on s'aperçoit quand même qu'en 10 ans, on a de plus en plus de jeux de données. Alors, là, ce que j'ai en ordonnée, c'est le nombre de jeux de données. Alors qu'est-ce que c'est un jeu de données? Ça peut être plusieurs spécimens, entre un seul. Parfois, il y a des jeux de données où il y a un chercheur met un seul modèle 3D associé, et pour certains, ça va jusqu'à une cinquantaine. Voilà, donc c'est pas le nombre de jeux de données 3D, mais le nombre de pardon, pas le nombre de modèles 3D, mais le nombre de jeux de données 3D. Donc, et en fait, ouais, en 10 ans, on a eu voilà, un peu plus de 1000 jeux de données 3D. Donc on a actuellement un peu plus de 20, entre 20 et 30 soumissions par an, et puis ouais, pas loin de 200 modèles par an. Donc c'est pas des quantités folles, hein, mais ça marche. Et là, ça fait faire écho à ce que disait Cécile sur la juridiction des données. En fait, ce qu'on accepte, c'est pas forcément des données françaises, hein, et même pas en majorité. Finalement, la plupart alors là, c'est les premiers auteurs ne sont pas français pour la majorité, donc, enfin, ne viennent pas d'institutions françaises en fait. Voilà, donc on a, disons, un succès modéré à l'international, on va dire. Il y a des gens qui sont intéressés, enfin, ces questions ne sont pas posées seulement ici, hein, elles sont posées un peu dans pas mal de pays où on fait la recherche sur les modèles 3D d'animaux. Alors, on n'a pas pu résister quand des auteurs nous ont soumis des jeux de données bien enrichis, on va dire, avec un beau travail d'interprétation d'invertébrés. La première fois qu'on en a reçu, on dit bon, bah, on va les mettre parce que ils sont trop bien. Donc c'est pas un appel du pied pour que tous les invertébristes soumettent dans Morphomuseum, mais voilà, quand c'est joli, on est content d'avoir et que c'est valorisable, et on accepte de publier un peu plus large que ce qu'on avait prévu. Voilà. Et alors il y a une deuxième partie qui est plus petite, c'est on peut aussi soumettre des articles normaux, entre guillemets, hein, avec un processus de révision classique, parce que derrière ce framework, là, il y a toute une interface de back-office où on peut gérer les publications qu'on soumet. Et donc, on voulait que aussi certains articles soient un peu plus substantiels, hein, que ce ne soit pas de simple notice PDF sur quels sont ces spécimens, mais qu'il y ait un peu des articles de fond. Et on avait décidé de découper ça en quatre petits catégories. Donc, ce qu'on avait envie qu'apparaisse, on voulait voir apparaître, enfin, que des auteurs soumettent des atlas anatomiques. Voilà, on a un exemple ici.
Donc c'est toujours dans l'idée de favoriser et de mettre en valeur le travail d'interprétation, hein. Des reconstructions de fossiles. Donc là, on a quelque chose qui est sorti il y a 2 mois. Aussi, pour certains holotypes qu'on avait scannés dans nos collections, on voulait avoir une place pour pouvoir les déposer. Alors, il y en a eu très peu qui ont été déposés, mais il y en a eu tout de même quelques-uns, et pas forcément dizaines en plus. Et puis on a fait une catégorie, je voudrais dire un mot plus joli que poubelle, mais enfin, ce qui ne rentrerait pas dans les autres catégories, mais qui serait intéressant. Voilà. Donc là, par exemple, il y a quelqu'un qui a soumis son protocole compliqué de géométrie morphométrique sur des squelettes d'oiseaux. Voilà, pourquoi pas. Alors, là, en revanche, on n'a pas beaucoup de succès, hein. On a entre 1 et 3 articles de fond qui arrivent chaque année, mais bon, c'est mieux que zéro. Voilà. Alors, l'accès aux spécimens, il se fait via une interface où on peut chercher les spécimens par collection, par groupe taxonomique ou par n'importe quel champ texte qui a été rentré dans les métadonnées par les auteurs. Voilà, donc par exemple, là, on a un spécimen du muséum. Et quand on va cliquer dessus, on a une fiche avec quelques informations et puis des liens vers les données 3D et aussi la notice PDF. Là, je ne l'ai pas noté parce que ça ne rentrait pas dans la diapo. Et voilà, et puis on a un viewer 3D et voilà, typiquement ce qu'on aime, c'est quand on a des modèles 3D avec des structures identifiées et des petits drapeaux qui indiquent le nom des structures. Alors aujourd'hui c'est moins vrai parce que les logiciels 3D sont de plus en plus présents. Il y a pas mal de logiciels de freeware qui sont accessibles et qui font vraiment le job. Mais il y a un peu plus de 10 ans, je me suis dit je vais mettre sur ce site le logiciel que je développe parce que ça peut être une aide pour produire des modèles un peu enrichis. Et donc on peut accéder au logiciel que je développe sur cette interface aussi, sur Morphomuseum. Voilà, donc c'est un logiciel qui à la base était fait pour manipuler de grandes quantités de surface en 3D, mais aussi un peu plus récemment, on peut faire un peu de volume rendering très très facilement pour ouvrir des scans. Voilà, voilà donc pour montrer grosso modo ce que ça fait ce logiciel, on peut manipuler des surfaces et faire des squelettes montés. Bien sûr, c'est un peu long à faire, hein, comme on a vu dans les présentations hier, mais on peut faire ça avec ce logiciel. On peut mettre des petits drapeaux pour faire des atlas anatomiques. Et puis il y a des choses qui ne rentrent pas du tout dans ce cadre-là, mais qui sont liées à des thématiques de recherche, mais qui sont liées à la 3D, donc notamment la digitalisation de landmark et de semi-landmark. Bon, j'ai mis des tutoriels aussi hein, pour qu'on puisse se débrouiller avec le logiciel sans que j'ai à intervenir. Voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'il y a. Alors, donc après ce tour d'horizon de 10 ans, après 10 ans de recul, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il y a une question qu'on se pose, c'est est-ce que on va ouvrir le robinet pour accepter plus de spécimens par jeu de données? Parce que là, on se limite à 50. Déjà 50, si je dois les ouvrir un par un, ou si Maëva ou d'autres personnes impliquées les ouvrent un par un, c'est un peu long à faire. Donc on hésite toujours à mettre moins d'efforts dans la curation des données, c'est-à-dire vérifier si elles sont bien faites au niveau 3D, bien optimisées, parce que c'est du temps qu'on y passe, ou est-ce qu'on laisse les gens soumettre un peu plus sans vérifier? Donc ça, c'est une question à laquelle parfois j'ai envie d'accepter et de moins regarder, mais quand on fait ça, on risque d'avoir des données moches et énormes par rapport à ce qu'elles contiennent comme données intéressantes. Alors, on a vu que le nombre de soumissions augmente petit à petit, régulièrement. Alors, on n'est pas encore inondé du tout, hein, mais là, j'ai quand même une fois ou deux par mois quand même des nouveaux jeux de données qui arrivent. Donc, ça veut dire que j'y passe quelques heures, forcément chaque mois, hein, de plus en plus.
Donc je me demande si je vais devoir automatiser plus de choses, parce qu'il y a un certain nombre de tâches qui sont un peu compliquées, que je suis obligé de faire à la main, et moi Eva aussi, et puis d'autres aussi. Et notamment la production d'une notice PDF. C'est un peu difficile à faire parce que il faut bien mettre en forme, que ce soit joli, qu'il n'y ait pas de faute dedans. Donc c'est quand même quelques heures de travail pour une notice PDF. Est-ce que ça pourrait être une notice web? C'est possible. Et puis ne faire que cet effort que pour des vrais articles, entre guillemets. Aussi, quand on reçoit plein de jeux de données dans une soumission, est-ce que ça vaut le coup que, par exemple, comme Cécile disait, est-ce que ça vaut le coup d'avoir 1000 souris? Et là, c'est un peu le pendant pour la visualisation 3D. Est-ce que j'ai besoin de pouvoir visualiser 1000 spécimens qui se ressemblent tous, et de faire l'effort de faire le lien entre ce qui a été soumis et puis que ce soit visionnable en 3D? Surtout que là, il y a une étape qui est manuelle aujourd'hui pour le faire, donc c'est pas forcément le cas, voilà. Et puis, on a mis beaucoup d'efforts. Alors, c'était bien sûr parce qu'on a une infrastructure légère pour ne pas accepter des gros jeux de données, mais bien sûr, tout le monde nous presse pour accepter des plus gros jeux de données. Et c'est une question qui se pose, c'est est-ce qu'on va accepter des jeux de données plus gros? Et alors, à ce moment-là, il va falloir qu'on change complètement d'infrastructure parce que là, on est hébergé chez un prestataire privé, OVH. Et il faudrait, si on voulait vraiment ouvrir le robinet, il faudrait qu'on change vraiment d'infrastructure et qu'on s'adosse sur des partenaires institutionnels. Voilà. Ben, je vous remercie. C'était un tour d'horizon. Merci beaucoup.